Bonjour André Makin. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à Faites-nous lire pour l'ancien calendrier d'un amour qui est paru chez Grasset en janvier. Dans votre dernier roman, il raconte l'existence tumultueuse de Valdas Bataïev qui débute dans la Russie impériale au mois d'août 1913. Issu de l'aristocratie, il est en vacances en Crimée, du côté de la mer Noire en tout cas, et la société y est douce, égayée de petites histoires aux accents tchécoviens. Et pourtant, le jeune homme de 15 ans y éprouve quelque chose de l'ordre de la fausseté, de la vie fausse. Alors une nuit, il s'échappe d'une de ces réceptions très agréables, mais il va se promener du côté du village, près de la mer, une plage où les gendarmes jouent au chat et à la souris avec des contrebandiers de tabac, et il va croiser une ombre. Il va percuter un corps qui va se révéler être une jeune fille, un premier amour, une aventure, l'amour. La jeune fille Taya va lui découvrir une autre vie derrière le théâtre des apparences. André Makin, qui est cette jeune fille dans le roman et pour vous? C'est une femme blessée, c'est une femme rejetée par la société, ce qu'on appelait autrefois les bas-fonds. Une pièce de Gorky, vous la connaissez très bien, les bas-fonds. Et donc, elle appartient à cette caste rejetée, à cette caste des parias. Et pourtant, tout au long du livre, malgré sa fragilité extrême, elle peut apporter à Valdas et aux autres une générosité infinie. Et le roman est construit sur ce paradoxe. Nous sommes fragiles, nous sommes mortels, nous sommes fugaces ici-bas, mais nous avons en nous cette capacité extrêmement ténue à aider quelqu'un, à sauver quelqu'un. Et il va le sauver d'ailleurs de façon physique, parce qu'elle l'a protégé. Des balles, oui. Mais il l'a aussi sauvé de façon spirituelle. Vous avez parlé des comédies humaines qu'il voudrait dépasser. C'est un garçon qui découvre très tôt, finalement, que le monde et le théâtre se superposent. Sa belle-mère, donc sa seconde maman, joue des petites piécettes de Tchekhov. Mais finalement, lui, qui assiste à ces représentations, il voit la même chose dans la vie. L'adultère, la gaudriole, les petites trahisons, les petites glorioles, la vanité de ce monde. Il comprend le mécanisme de cette vie. L'argent, le pouvoir, le sexe et la vanité de ce monde. Après avoir rencontré cette jeune fille qui va avoir une marque spirituelle en lui, il va connaître les affres de la guerre, de la révolution bolchevique, et va être ensuite contraint, comme beaucoup d'autres, à passer par Constantinople, arriver à Paris, être chauffeur de taxi, pouvoir rentrer par un biais inattendu dans la résistance, etc., etc., jusqu'à la fin de sa vie redécouvrir un nouvel amour qui lui aussi sera vite déçu, et ça sera aussi pour l'occasion de, en quelque sorte, payer sa dette, en tout cas rendre ce qu'il a reçu de la part de cette jeune fille Taya. Ma question, André Makin, est-ce que votre roman n'est pas un roman du don de soi, un roman oblatif ou finalement un roman de la sainteté civile? Oui, mais quand vous parlez de l'amour oblatif, parce qu'il s'agit de cela, nous sommes habitués plutôt, surtout aujourd'hui, grâce à l'autofiction, à la française, nous nous accommodons plutôt à voir l'amour captatif, l'amour qui possède, l'amour qui est possessif et l'amour qui est très utilitaire. Tandis que l'amour oblatif, il s'offre. Et peut-être c'est le seul amour véritable qui existe. C'est cet amour-là qu'ils vivront dans ce laps de temps extrêmement court entre les deux calendriers, d'où le titre du livre, l'ancien calendrier. On disait ça pastaram style en russe. Comme vous êtes russophone, donc parfait, vous comprenez ce que je viens de dire. En fait, d'après l'ancien style, d'après le calendrier julien qui a été aboli par la Révolution en 1918 par Lénine, qui voulait rejoindre les pays civilisés et votre calendrier grégorien, n'est-ce pas? Mais il y a un laps de temps de 2 semaines, et dans ce laps de temps, ils vivent quelque chose d'ineffable, de fulgurant, très bref, mais quelque chose qui a marqué Bataïev pour toute sa vie. Alors, une chose que j'ai beaucoup appréciée dans votre roman, André Makin, c'est que
pour pouvoir faire d'un roman assez concis et court, et qui est pourtant une épopée individuelle, hein, sans être historique, il raconte quand même l'histoire d'un individu du début du siècle quasiment à la fin d'une vie. Hein. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'absence de complexité et de fioriture psychique. Vous taillez vos personnages, vous les brossez à l'épure des sentiments, à l'épure des expériences, et donc détachés du théâtre. Et je pense que c'est comme ça que vous arrivez à faire de cet individu quelque chose, à les élever à l'universel. Vous savez, nous sommes presque gâtés aujourd'hui par la richesse du langage psychanalytique ou psychologique. Oui, oui. Tout le monde peut écrire des tonnes en employant ce langage vernaculaire, oui, c'est très facile de fouiller dans les soi-disant abysses de sonnettes. C'est sans fin. C'est sans fin, c'est sans fin. C'est ce qu'on appelle l'autofiction, n'est-ce pas? C'est les introspections un peu creuses et narcissiques, égotistes. Moi, je pense que c'est très faux en soi. Notre complexité ne réside pas du tout, si vous voulez, dans ce torrent du psychologisme forcené. Notre complexité, c'est de pouvoir arrêter l'instant et de faire de cet instant un univers à part entière, un monde plaigné, un monde serein, ce que réussissent à faire les deux personnages. On ne pourrait pas dire que ce sont des personnages complexes. Non, ils sont abîmés par la vie, l'une taillée par la pauvreté extrême, l'autre par la guerre et par ses blessures. Donc ce sont des êtres qui ne sont pas fouillés au sens psychologique ou psychanalytique du terme, mais ils ont une énorme profondeur, parce que cette profondeur est ontologique ou métaphysique. C'est pas un roman historique, encore une fois, parce qu'on parle plutôt de la réalisation ou la contre-réalisation d'un anti-héros qui est Valdas. Hein. Mais il y a quand même, on sent que la petite histoire et la grande histoire se marient, et on arrive aux deux calendriers qui, je le rappelle, le calendrier julien qui était le calendrier des Césars, hein, et qui avait été modifié, pas en France d'ailleurs, par le grégorien qui, je crois, date du XVIe siècle, mais il y avait encore le calendrier hollandais et plein d'autres. Hein. Bon. À la fin d'un film que j'aime beaucoup, et je suis sûr que vous connaissez, qui est L'Arche russe d'Alexandre Sokourov, et dont Sokourov, à la fin, fait dire au narrateur Prощай Evropa, adieu l'Europe. Alors adieu l'Europe, est-ce que c'est pas ce moment où précisément les deux calendriers se séparent? Et à un moment, on a cru que le calendrier de la Russie et de l'Europe était en train de revenir l'un vers l'autre, et actuellement, plus que jamais, on a le sentiment qui s'écarte. André Makin, je voudrais connaître votre sentiment sur ces deux calendriers. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce que la Russie et l'Europe vont-ils se retrouver? Oui, il est très difficile de jouer au Cassandre, oui, d'interroger ces oracles et puis de dire, écoutez, j'ai tout prévu, voilà. L'histoire est imprévisible. Vous avez peut-être remarqué déjà la légèreté avec laquelle aujourd'hui les journalistes parlent de la Troisième Guerre mondiale. C'est étonnant. Et de temps en temps, il m'arrive de leur demander, mais est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez des enfants? Certains me disent, mais oui, mais j'ai même des petits-enfants. Je dis, mais eux, ils vont être carbonisés. Si vous parlez avec une telle légèreté, avec une telle insouciance, ah tiens, on va vaincre la Russie, bon, c'est une puissance atomique. Donc, au lieu de penser à la paix, ils ne comptent que les chars qu'ils vont livrer. Ce n'est pas une bonne méthode pour parler de la paix. La paix ne s'impose pas comme ça. Vous voulez dire que c'est angoissant? C'est plus qu'angoissant, c'est tragique. C'est tragique. C'est tragique. Voyez-vous, j'ai vu aujourd'hui à Rennes un lecteur qui est russe-ukrainien, qui parle dans les deux langues. Mais quelle richesse! Et je lui rappelais un très, très beau chant ukrainien que tous les Russes connaissent. Je regarde ce ciel et j'ai cette pensée en moi, qui est un chant ukrainien superbe, que tous les Russes et que tous les Ukrainiens chantaient. Et je me dis, mais pourquoi ce chant? Pourquoi cette vision poétique ne pourrait pas nous réunir? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela? Mais un peu de compréhension, c'est tout. Un peu de compréhension, les choses ne sont pas si difficiles que ça. Il faudrait peut-être être magicien, par un coup de baguette magique, enlever
la présence de l'OTAN, de leurs fusées, de leurs armes, et tout se calmerait, comme par magie. J'étais en Ukraine quelques mois avant le Maïdan. Je voyais un tel espoir, je voyais ces jeunes visages, je fais des conférences à l'université, je me dis c'est la jeunesse qui va nous remplacer. Et regardez ce que deviennent aujourd'hui les espoirs de cette jeunesse-là, qui sont la jeunesse qui est dans les tranchées. Après avoir écrit un tel roman, André Makin, où règne en même temps une forme de nostalgie, d'épure, de don de soi, quel rétro-effet, si vous me permettez ce terme un peu barbare, sur vous-même cela a-t-il produit? Je vous pose la question parce qu'il y a toujours un retour sur soi après un roman. Et un roman comme ça, sur l'amour oblatif, qu'est-ce que ça a pu vous apporter à vous-même une fois posé le point final? Voyez-vous, notre connaissance, cher Nicolas, a commencé par l'évocation de votre grand-père, officier de l'armée blanche. Et pour un auteur, ce sont des indices, comment vous dire, très hasardeux, tout à fait fortuits, mais qui, étonnamment, lui disent le chemin que tu as suivi est bon. Parce qu'il y a comme un déclic. Vous voyez, c'est presque magique ce qui se passe aujourd'hui, pour moi en tout cas. Je me dis finalement, ce roman que j'ai deviné plus qu'écrit, je devinais ce personnage. Je rencontrais pas mal de Russes blancs, comme on les appelle. Mais qu'il y ait, dès notre première phrase, l'évocation de cet ancêtre, un noble qui a combattu dans l'armée blanche, qui a été, comme mon personnage, évacué de la Crimée par la mer Noire et qui s'est retrouvé en France. Pour moi, c'est l'indice même, c'est le signe de quelque chose qui nous dépasse. On m'a dit il y a une vérité suprême dans ce que j'ai fait. J'ai raconté une histoire. Mais cette histoire, grâce à votre témoignage, elle est sublimée. Elle est transcendée parce que se dire que je parle aujourd'hui à un petit-fils dont le grand-père a suivi les mêmes étapes de la vie que Bataïev, que Valdas Bataïev, pour moi, c'est du miracle. André Makin, comme votre parole est d'or et que vos mots sont comme un encens à la face de l'histoire, je souhaiterais que nous nous séparions en lecture et je vous invite à lire un passage de votre très beau roman, L'Ancien calendrier d'un amour, paru chez Grasset. Ce que tu as vécu, je parle de ces journées au bord de la mer Noire, c'était le sens même de la vie. Cet amour, à l'écart du temps, c'est ce que nous devrions tous espérer. Le sol qui nous est véritablement offert par Dieu, mais nous sommes rarement capables de le recevoir. Il se tut avec l'impression de découvrir ce qu'il venait de dire. Dans un afflux de paroles dont la sincérité douloureuse frappa Valdas, il s'exclama. Cette chance est donnée à chacun de nous, à tout âge, mais nous avons peur d'y croire. Cet amour paraît trop fragile à notre soif d'exister. Nous l'abandonnons au profit d'attachements qui ont l'air plus solides. Et la suite, tu la connais. Toujours cette envie de rattraper un retard, le désir de désirer, et à la fin, le sentiment d'un très grand vide. Et pourtant, nous avons tous notre chant des derniers épis. Merci André Makin. Merci à vous.